Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du district. Au sommaire, notamment, l'agroscope de Changin menacé, 1 million pour améliorer l'espace public à Nyon, les préparatifs du 700e anniversaire de Rolle qui vont bon train et enfin, retour sur la programmation 2018 du Paléo Festival. Le Conseil fédéral veut diminuer de 20% le budget de l'agroscope. Il prévoit de concentrer les activités des centres de recherche agronomique à Peuzieux, dans le canton de Fribourg. Une situation qui met en péril le site de Changin et qui inquiète donc les autorités. Daniel Rossella appelle à la mobilisation. Florian Cavalleri. Oui, parce qu'il y a des signaux qui sont assez négatifs au sujet de l'agroscope de Changin, avec un risque majeur d'une diminution des effectifs, voire à moyen terme, ça veut dire dans 5 à 10 ans, une suppression des installations de ce centre de recherche agronomique. Donc je pense que ça vaut la peine de se mobiliser au niveau des autorités régionales et cantonales. C'est un élément extrêmement important de la recherche agronomique, mais pas seulement pour l'agriculture, aussi pour la viticulture, pour l'arboriculture. C'est quelque chose qui est très important et qu'on ne peut pas seulement laisser aux entreprises privées ou aux industries pharmaceutiques. Comment la région peut-elle se mobiliser ? Alors nos moyens sont relativement limités puisqu'il s'agit d'un budget fédéral sur un territoire de la Confédération. Par contre, j'ai écrit au conseiller fédéral Schneiderman. Le conseil régional, de son côté, a fait des démarches. Le conseiller d'État, Philippe Lebas, a été averti. On lui a écrit aussi. Il a été sensibilisé au sujet parce que Changin, c'est un acteur économique important pour notre ville. C'est aussi un acteur qui engendre une certaine notoriété. C'est pas inutile de le rappeler. Et puis, il y a un lien fort avec l'école d'œnologie de Changin, qui, même si elle est indépendante, partage quand même un certain nombre de recherches avec l'agroscope. Donc, nous tenons à garder l'agroscope, nous tenons à garder, bien entendu, l'école d'œnologie de Changin, raison pour laquelle ça vaut la peine de bouger avant que ce soit trop tard. 1 million de francs pour améliorer l'espace public à Nyon, dont près de 400 000 francs pour l'achat de poubelles. C'est le projet que la municipalité soumet au conseil communal. Les explications de la municipale en charge de l'environnement au micro de Florian Cavalleri. L'acquisition de nouvelles corbeilles, mais pas que. Il y a aussi l'acquisition de nouvelles machines pour permettre de mécaniser le plus possible le travail de nos collaborateurs de la voirie sur le terrain. Les gens vont de plus en plus consommer dans l'espace public, ce qui est une bonne chose, ça veut dire qu'ils s'y sentent bien. Mais par contre, effectivement, nous avons des problèmes de littering dans nos espaces publics, que ce soit sur les bords du lac ou en centre-ville. Malheureusement, aujourd'hui à Nyon, nous manquons de poubelles dans certains lieux. Nos poubelles ne sont pas dotées de cendriers, donc on peut faire toutes les campagnes de prévention sur ce sujet-là. Mais tant que nous n'offrons pas la possibilité aux fumeurs, par exemple, de mettre leurs cigarettes dans un cendrier, les choses auront du mal à s'améliorer. Et une fois ce mobilier mis en place, eh bien, il pourrait aussi y avoir des mesures répressives. Les employés pourraient être amenés à dresser des contraventions. Oui, effectivement, aujourd'hui, la loi vaudoise nous permet d'assermenter nos collaborateurs pour pouvoir donner et dresser des amendes d'ordre dans l'espace public. Donc, nous allons modifier certains règlements pour pouvoir se doter de cette possibilité. Donc, effectivement, il y a un travail d'information, il y a un travail de prévention. Et puis, pour les quelques personnes qui ne jouent pas le jeu, alors nous sommes obligés de passer sur le côté répression de la chose. Et cette mesure pourrait entrer en force à partir de quand ? Écoutez, je pense que d'ici à la fin de l'année, nous saurons à peu près de manière exacte quand ces choses rentreront en force. Et bien évidemment, nous informerons les citoyens en temps voulu. 700 ans, c'est le vénérable anniversaire que va fêter Rolle l'an prochain. Plus de 260 000 francs sont alloués aux festivités qui vont durer plusieurs mois. Pour en parler sur ce plateau, Loïc Aldiman, bonjour. Bonjour. Municipal à Rolle, notamment en charge des affaires culturelles. Et avec nous, Denis Jacquet, syndic de Rolle. Bonjour à vous également. 700 ans, ce n'est pas un anniversaire qu'on fête tous les jours. Il faut marquer le coup. Tous les 700 ans, en principe. Oui, il faut marquer le coup parce que, évidemment, c'est un événement. On a déjà manqué les 750 ans du château de Rolle et on ne va pas rater les 700 ans de la ville.
Et donc l'année prochaine, sur plusieurs mois, je l'ai dit, avec une thématique, le Caldiman, les 7 arts. Tout à fait. Si on reprend la genèse du projet, en fait, quand Madame Pugnal, qui est en co-charge de la culture avec moi, on a repris ce projet, on a décidé de l'intégrer à la commission culturelle de notre conseil, avec laquelle on a planché. Et il est ressorti qu'on voulait travailler autour du chiffre 7. Les 7 arts qui permettent également d'inclure un bon nombre de personnes, de sociétés locales, d'écoles, de sociétés sportives. Et puis autour de ces 7 événements, on a pu articuler des projets en lien avec les arts et en lien avec des lieux et puis des acteurs importants de notre commune. Denis Jacquet, c'est clair que c'est un anniversaire qui concerne tous les Rollois et même au-delà. Il y a un appel à tout un chacun pour y participer. Oui, alors bien sûr, c'est une fête. Ça devrait être une fête régionale, puisque évidemment l'histoire nous unit depuis plusieurs siècles. Et on essaiera bien sûr d'incorporer en tout cas les 2 communes avec lesquelles on est en projet de fusion, et puis bien sûr d'irradier encore plus pour les communes limitrophes de l'ancien district de Rolle, parce qu'on a une histoire commune. Le Caldiman, il y a une association qui est créée, l'association du 700e anniversaire. Objectif, j'imagine, évidemment, pour mettre en place certains éléments, et puis aussi une recherche de fonds. Effectivement, on a eu une volonté qui était de dire que la politique de cet événement n'était pas uniquement à la charge de la commune, mais que aussi les citoyens et citoyennes qui voulaient s'impliquer dans cet événement pouvaient le faire au travers de l'association, notamment pour rechercher des fonds. Et justement, au niveau du budget, alors je l'ai dit, 260 000 francs qui sont alloués. J'imagine que ça va coûter plus cher que ce montant. Alors si on présente un montant, on espère qu'évidemment il ne coûtera pas plus cher, parce que la commune de Rolle, mais ça, monsieur le syndic, il en parlera mieux que moi, est dans une situation financière délicate. Donc évidemment, quand on présente un préavis, on va se tenir au budget qu'on présente. Il n'y a pas tous les frais qui sont tout à fait mis à l'intérieur. Il y a ce qui est inscrit dans notre préavis également, c'est que certains frais passeront par voie budgétaire, notamment les budgets de personnel. Oui. Effectivement, des personnels de la commune, on l'imagine effectivement. Alors vous parlez sous l'autorité évidemment de monsieur le syndic. La tenue des coûts, au vu de la situation dont nous parle monsieur Aldiman, effectivement, c'est un point crucial. C'est un point crucial. Nous avons un fonds qui a été mis à disposition pour ça, qui est historiquement déjà dans nos comptes. Donc, il ne peut être affecté que pour le tourisme ou la culture. Donc, c'est l'occasion d'utiliser ce fonds, même si, évidemment, il faudra l'approvisionner, parce que c'est dans des réserves virtuelles de nos comptes, et il va bien falloir aller remettre de l'argent. Oui, l'année prochaine, donc c'est 700 ans, le Caldiman. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il reste dans l'esprit des gens au terme de cette année 2019 ? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui devrait rester? Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est éviter une fête, un grand raout, et tout le monde se dit visiblement, on a fait une fête, un jour, mais on a voulu mettre plusieurs projets pour que justement chaque sensibilité et chaque Rollois y trouve, et au-delà, y trouve son compte et garde un souvenir au fond de son cœur à lui. Voilà, il y aura à boire et à manger, comme on dit. Pour tout un chacun. C'est l'expression de l'époque. Effectivement. On profite de votre présence pour évoquer d'autres actualités liées à la commune de Rolle, avec d'abord ce PPA, ce plan partiel d'affectation, et cette interpellation des socialistes et des Verts qui demandent qu'en est-il du dézonage partiel de la zone de verdure au château en vue de la construction de ce fameux parking souterrain. Denis Jacquet, qu'en est-il ? Alors, on nous a rappelé au fond un peu à l'ordre. C'est vrai que ce projet avait été mis de côté. On y a travaillé à un certain moment de manière importante, et puis on l'a mis de côté parce qu'évidemment, c'est toujours compliqué de gérer tous les projets rollois. Je pense que c'est valable pour toutes les communes dans le temps, parce qu'il y a des oppositions, parce que les choses prennent plus de temps. Et en plus, quand il s'agit d'aménagement du territoire, on est dépendant de la Confédération et du canton, et donc on ne manage pas toujours le timing. C'était très bien de nous le rappeler. Malheureusement, l'interpellation a été refusé par le conseil communal, mais je ne crois pas que ça influencera. Je pense qu'il faut continuer à réfléchir à cet endroit, parce qu'il est quand même, dans le cadre du 700e anniversaire, assez historiquement important. On sait qu'un parking serait très utile dans ce coin, parce qu'évidemment, les voitures en surface, c'est pas ce qu'il y a de plus beau près d'un château.
Maintenant, on va, avec le projet Budjardin, construire déjà un parking. Alors, je pense qu'on va essayer de faire un parking à la fois. Et puis, quand ce sera fait, mais on va réfléchir bien sûr au PPA du château, dès que chaque chose en son temps. Le quartier Budjardin, en lien avec ça, il y a aussi des travaux. 3 millions de francs qui sont prévus dans le secteur de la rue du Temple et place du Marché. Un terrain préparatoire pour justement ce nouveau quartier. En fait, il s'agit de canalisation. Alors, tout le monde se souvient de ces travaux gargantuesques à la Grande Rue. Faut-il s'inquiéter ? Alors, évidemment, ça va créer des difficultés pour les riverains, d'une part, ceux qui habitent dans le quartier, et puis d'autre part, bien sûr, pour les commerçants, parce que c'est de nouveau des places manquantes. Et Dieu sait si c'est sensible pour nos commerçants. Donc le message, c'est quoi? Prenez votre mal en patience? Non, le message, c'est qu'on réfléchit actuellement à la municipalité à trouver des solutions palliatives. La navette cristal est un des projets dont on réfléchit pour cela. Il y aura certainement d'autres mesures. Les travaux préparatoires, je dirais, c'est juste l'amuse-bouche, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'évidemment, ça va durer quelques semaines, mais évidemment, ce sera en prélude de la construction Budjardin, qui, elle, durera plus que ça. Et une dernière chose en lien avec l'actualité de la commune, c'est ce prêt, ce don. Alors un prêt de 100 000 francs et un don de 50 000 francs pour la paroisse du Cœur de la Côte et son nouveau presbytère, le Caldiman. Ça, c'est une volonté de la commune de pouvoir s'investir aussi dans ces projets, en l'occurrence dans cette église. Ce n'est pas une volonté uniquement de la commune de Rolle, hein, c'est une volonté de toutes les communes qui participent à la paroisse. Et c'est aussi un signe important que la commune de Rolle participe, parce que c'est un projet qui se fait sur son territoire, avec une salle qui pourra aussi être mise à disposition selon les informations que nous ont données la paroisse aux sociétés locales. Donc c'est un magnifique projet que la commune se réjouit de soutenir en déposant ce préavis. Messieurs, merci beaucoup. On rappelle donc ce 700e anniversaire l'an prochain. Ça sera sur plusieurs mois. Évidemment, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis le scoop de monsieur le syndic, déjà, il nous annonce l'anniversaire pour dans 700 ans. Merci beaucoup à vous deux. La municipalité de Gland envisage la construction d'une nouvelle déchetterie. Elle demande au législatif un crédit d'étude de 160 000 francs pour l'agrandissement et la relocalisation de l'équipement. Les explications du municipal Michael Rohrer au micro de Florian Cavalleri. Je pense que l'ancienne déchetterie a fait son temps. Elle date d'il y a 25 ans. On avait autour de 7-8 000 habitants sur la ville de Gland. Le tri des déchets n'était pas encore vraiment entré dans les mœurs. Aujourd'hui, avec la taxe au sac, évidemment, on a constaté une grosse augmentation de la fréquentation de la déchetterie et il est temps de la mettre à jour et au goût du jour. Alors justement, quelles pourraient être ces mises à jour ? Alors elles vont être nombreuses, hein. Je veux dire, on va devoir aussi étudier si on trie tous les plastiques comme on le fait actuellement, si seulement certains devront être triés, au niveau de l'évacuation des déchets, au niveau des accès à la benne, et puis évidemment aussi on va étudier si on peut installer une buvette ou un petit point de rencontre, étudier si on peut mettre un point pour récupérer en fait des objets usagés qui pourraient encore servir, pour avoir quelque chose qui puisse être remis en fonction, pour faire un peu de développement durable et aussi. Une fois cette étude réalisée, vous allez reconstruire une déchetterie, ça sera une nouvelle parcelle. Effectivement, c'est sur une nouvelle parcelle numéro 436, donc on n'est pas loin de l'ancienne déchetterie. Quand vous allez à la déchetterie, ce sera à gauche sur la parcelle qui est encore libre actuellement. Parcelle qu'on a achetée il y a maintenant 3-4 ans et puis qu'on a mis en DDP avec la Sadex, Tridec et puis Cermix. À Gland, toujours, le conseil communal doit se prononcer sur une augmentation dans le capital de la société Thermo Réseau, chargée du chauffage à distance. Le point sur ce dossier avec Thierry Genoux. Alors, Thermo Réseau est une société qui a été fondée et mise sur pied en septembre de l'année passée avec 3 autres partenaires. Elle consiste à diffuser de l'énergie pour le chauffage, en tout cas pour le moment, avec cette deuxième phase, sur le nord de Gland. Et le but étant de relier tout le maximum, je dirais, de maisons et d'habitants à ce chauffage à distance qui vient d'Aikenheut et de la cité ouest. Il y a un préavis qui va être présenté au conseil communal. Quel est son thème exact ? Alors le thème, c'est une augmentation de capital, donc on prend des parts supplémentaires, donc toujours on reste dans les 10%
qui sont la part de la commune de Gland dans cette société. Et ça représente 900 000 francs pour justement mener à bien ces différents chantiers que sont Cité Ouest, Eikenut et différents, aussi le raccordement de Perreret. Le premier raccordement de Thermoréseau sera le raccordement de Perreret qui doit intervenir cette année pour des questions légales. Donc c'est une prise de capital dans cette société Thermoréseau SA. Cette enquête, à présent, de la ville de Gland sur l'incitation aux économies d'énergie. L'objectif était de savoir si la politique volontariste passant par un programme de subvention touchait sa cible. Les résultats de cette enquête avec Anne-Christelle de Savignac. Donc la ville de Gland a un programme de subvention au développement durable et à l'efficacité énergétique depuis 2008. Et donc depuis toutes ces années, il y a un certain nombre de subventions, une centaine par année qui sont octroyées aux habitants. Et donc l'objectif était de mieux connaître et mieux comprendre la perception que les habitants de Gland, bénéficiaires ou non bénéficiaires, avaient du programme de subvention. Alors quels sont les résultats de cette enquête ? Donc l'enquête a été menée à la fois sur Internet pour les bénéficiaires et puis également par téléphone pour les non-bénéficiaires. Et un des résultats importants qu'on a découvert, c'est que dans 98% des cas, les bénéficiaires étaient contents d'avoir mené leur démarche et étaient prêts à parler de leur démarche à d'autres. On a eu des entretiens en face à face avec plusieurs des bénéficiaires de subventions et en fait on leur donne la parole et ils ont accepté d'être volontaires pour porter une campagne de communication sur les subventions, donc sur chacune des thématiques. Et ils vont être le visage, si je puis dire, des subventions communales pour mieux les faire connaître aux autres habitants de Gland. La 8e édition du Forum économique de la Côte s'est tenue lundi à Rolle avec un programme axé sur l'économie agricole. Quelques réactions recueillies par Florian Cavalleri. Il y a des enjeux qui sont absolument énormes. D'un côté, on a une population qui veut de plus en plus le contrôle, le traçage des aliments, mais en même temps, une bonne partie de cette population, elle regarde d'abord le prix. Et là, il y a forcément une certaine incompatibilité parce que souvent, les produits qui proviennent de l'étranger sont les meilleurs marchés. Par contre, on ne contrôle absolument pas les conditions d'élevage, par exemple, en ce qui concerne les animaux et la viande, de même que toutes les filières alimentaires. Et pour parler de cette thématique, vous avez fait appel à plusieurs orateurs. Qui sont ces orateurs ? Alors, c'est important d'avoir, comme toujours dans un forum, une diversité. Donc, il y a forcément des personnalités qui sont en lien direct avec l'agriculture, avec la production, dans des organismes évidemment de promotion, comme le directeur de Prométhère ou la directrice romande de FENACO. Et puis, on a des personnes comme Tibère Adler qui, elles, ont une vue un peu plus élevée, un peu plus large également, parce que, évidemment, Avenir Suisse, comme l'indique le nom de cet organisme, c'est un berceau où on cultive des idées et on doit provoquer des débats pour aborder l'avenir. Et c'est très important. Et évidemment, le représentant d'une grande chaîne de distribution, qui est également une chaîne qui a ses propres installations de production, en l'occurrence la Migros, qui est représentée par Jean-Charles Gander. Et du côté du public, qui sont les gens qui viennent au Forum de l'économie de la Côte ? Alors je dirais qu'il y a une partie du public qui, indépendamment de la thématique, revient d'année en année, et puis une autre partie, j'estimerais peut-être à un tiers, qui est très liée à la thématique. Ces gens-là vont venir parce qu'on parle d'agriculture, qu'on parle d'alimentation. L'année prochaine, si on parle de la santé publique, on va trouver à la place une tout autre type de participants. Que fait le directeur d'Avenir Suisse au Forum de l'économie de la Côte pour parler d'agriculture ? C'est un sujet de politique publique extrêmement important, même si le secteur agricole est relativement petit en fait en termes de volume d'emploi ou de produits intérieurs bruts. Il avait évidemment une fonction identitaire, symbolique, gigantesque, une grande représentation politique. Le sujet est vraiment d'actualité parce qu'on doit maintenant favoriser aussi nos industries d'exportation dans des nouveaux accords de libre-échange, mais qui impliqueraient qu'on fasse des concessions d'ouverture de marché dans le domaine agricole. Donc cette pesée d'intérêt devient politiquement très sensible. Globalement, pour nous, Avenir Suisse, la politique agricole suisse a un bilan mitigé et même assez mauvais, en fait, et en particulier pour les paysans et les exploitants paysans. Leur charge de travail augmente, leur revenu diminue. Et il faut trouver une solution à cela. C'est important pour Avenir Suisse de participer à ces forums régionaux et de porter la bonne parole. Nous venons volontiers quand nous sommes invités. Ouais.
Voilà, et vous l'avez certainement repéré sur les images, Olivier Feller, le coordinateur et président de ce forum. Olivier Feller, bonjour. Bonjour. Quel bilan vous tirez de cette édition, cette 8e édition ? Écoutez, c'est un bon bilan. Il y a eu entre 230 et 240 participants. Comme l'a dit Isidore Raposo, il y a eu un certain nombre d'acteurs du milieu agricole qui nous ont rejoints, qui n'étaient peut-être pas présents lors des précédentes éditions. Donc nous avons aussi diversifié un peu le public au travers d'une thématique un peu originale. Mais il est vrai que l'agriculture, c'est un pan de notre économie et nous avons souhaité, au travers de cette 8e édition du Forum, le rappeler. Alors on viendra plus largement avec vous, d'ailleurs, notamment aussi Gilles Davoine tout à l'heure dans le débat sur la place économique de la côte en Suisse, de manière plus globale. On vous a aussi invité, et c'est l'objet de votre intervention actuellement, sur l'actualité aux chambres fédérales liée à la Poste, notamment et premièrement l'affaire carte postale et ses malversations. Vous êtes très dur, Olivier Feller, envers le Conseil fédéral. Vous l'accusez vous affirmez que le Conseil fédéral a failli à sa tâche. Vous parlez même d'un véritable scandale d'État. Mon but politique, ce n'est pas d'être dur, mais lorsque les circonstances sont telles qu'il convient de tenir des propos fermes, eh bien je tiens des propos fermes. Il est vrai qu'il y a un scandale financier lié à l'encaissement par carte postale de subventions indues pendant de nombreuses années, et j'ai le sentiment qu'à ce scandale financier s'ajoute à présent un scandale de gouvernance. Il est vrai qu'il y a plusieurs enquêtes qui ont été mises en place, mais aucune enquête n'est véritablement indépendante, exhaustive, rapide, et j'ai l'impression que le pouvoir cherche un peu à échapper à sa responsabilité en saucissonnant les enquêtes pour mieux diluer sa responsabilité. Et vous affirmez, pardon, que dans certaines entreprises privées, grandes entreprises, il y a plus de contrôle, une meilleure gouvernance. Il est vrai que la Poste appartient à 100% à la Confédération. La Confédération est l'actionnaire unique de la Poste et la Confédération ne s'intéresse pas véritablement au fonctionnement de la Poste. Elle questionne rarement la Poste. La conseillère fédérale Doris Letarte, en toute transparence, nous a d'ailleurs dit lors d'une séance du Conseil national qu'au fond, le Conseil fédéral considère qu'il ne doit s'occuper que des objectifs stratégiques tous les 4 ans et que pour le surplus, la Poste doit être gérée de façon autonome. Alors que dans une entreprise privée comme UBS ou Novartis, eh bien, les actionnaires questionnent régulièrement les organes dirigeants, notamment en Assemblée générale, et cette tendance est même renforcée avec l'apparition des investisseurs institutionnels qui sont beaucoup plus sensibles aux questions de gouvernance. Est-ce qu'il faut comprendre par là, et là c'est votre positionnement évidemment PLR que j'interroge, est-ce qu'on comprend par là que peut-être la Poste serait en meilleure main si elle était privatisée ? Alors, je ne pense pas qu'il faille privatiser la Poste. Aujourd'hui, c'est une entreprise de droit public. Elle appartient à 100% à la Confédération et elle est régie par une loi. Encore faut-il appliquer les dispositions légales. Je prends un exemple, puisque vous avez évoqué le Conseil fédéral tout à l'heure. Le Conseil fédéral a été informé dans son ensemble des malversations comptables au sein de carte postale le 14 novembre 2017. Eh bien, normalement, selon les bonnes règles de gouvernance, un gouvernement qui apprend ce genre de malversation devrait immédiatement communiquer publiquement et commander une enquête indépendante. Qu'a fait le Conseil fédéral ? Eh bien, il n'y a rien fait du tout. Le scandale a éclaté le 6 février 2018, donc près de 3 mois plus tard, et ce n'est même pas le Conseil fédéral qui a communiqué, mais l'Office fédéral des transports qui est responsable de l'octroi de subventions. Donc, au fond, le Conseil fédéral n'a pas bougé, il n'a rien fait, et cela, malheureusement, mérite quelques propos que vous avez qualifiés de durs avant, mais je crois que ces propos durs sont justifiés. Toujours au sujet de la Poste, et au vu du contexte actuel, il y a des soupçons à Berne sur les résultats de la Poste pour justifier la fermeture des offices postaux. On sait que vous étiez au front sur ce combat-là aussi. Ça fait écho chez vous, ces soupçons ? Ça fait écho. C'est le groupe socialiste qui soulève ces questions et je crois que le Parlement, dans toutes ses composantes politiques, doit questionner le pouvoir et le groupe socialiste a raison de s'interroger sur l'augmentation soudaine du déficit des offices postaux, enfin de ce pan de la comptabilité de la Poste. Alors c'est vrai que l'affaire carte postale et la manière dont l'affaire carte postale est gérée depuis l'éclatement de l'affaire le 6 février dernier, eh bien ça suscite des
soupçons concernant d'autres domaines de la Poste. Ça suscite des soupçons en lien avec la fermeture des offices postaux. Est-ce que vraiment les déficits soudains des offices postaux, est-ce qu'ils ne sont pas un peu inventés? Est-ce qu'ils n'ont pas été artificiellement créés? Il y a également des interrogations, par exemple, concernant des négociations totalement secrètes qui sont en train d'être menées par la Poste avec Amazon. Donc il y a toute une série de questions additionnelles qui se posent parce que la confiance n'est plus vraiment, malheureusement, de mise en ce moment au Parlement. Autre combat que vous menez, on vous connaît pour ça aussi, c'est l'aide à la presse. En lien avec la Poste, il y a deux interpellations que vous avez déposées avec le fribourgeois Pierre-André Page concernant les dispositions légales dans le domaine des tarifs d'acheminement qui ont augmenté de plus de 20% ces dernières années. Ça, c'est un point. Et l'autre point, on pourra comprendre par là que vous n'êtes pas dogmatique puisqu'on vous a vu à Berne lors d'une manifestation syndicale. C'est la première fois d'ailleurs, je crois, que vous participiez à une manifestation syndicale pour soutenir l'ATS, l'Agence télégraphique suisse. Il y a plusieurs solutions qui sont proposées, notamment via une redistribution de la redevance radio-TV. Quelle solution, à ce stade-là, vous paraît la plus intéressante ? Alors, l'ATS, c'est une entreprise qu'on peut qualifier de systémique, c'est-à-dire elle est d'intérêt général, elle joue un rôle systémique dans le monde des médias, au même titre que UBS, qui a été soutenue il y a quelques années lorsqu'elle était en difficulté. UBS a un rôle systémique dans le monde de l'économie. Donc l'ATS mérite un traitement, à mon sens, particulier. Alors, tout d'abord, alors, on peut imaginer une aide publique au travers de l'affectation d'une partie du produit de la redevance. Ce qui est prévu, c'est qu'à partir du 1er janvier 2019, l'ATS reçoive 2 millions en lien avec la redevance. Et 2 millions devront aider l'ATS à fournir des dépêches aux radios et télévisions privées. Mais peut-être qu'il faut élargir le champ de la subvention et augmenter le montant. Certains évoquent un montant de 5 millions par année, de manière à ce que l'ATS puisse également mieux être soutenu dans son activité de service public en lien avec les dépêches envoyées à la presse écrite. Et certains parlent aussi d'une intégration possible au sein de la SSR. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est une idée dont on peut parler, mais j'ai le sentiment que notamment les éditeurs privés seront très réticents dans la mesure où la SSR est déjà assez puissante. Moi, j'aime beaucoup la SSR, mais on lui reproche parfois d'être extrêmement puissante, d'avoir une très grande surface financière. Et je ne sais pas si c'est en musclant encore davantage la SSR, en la faisant grandir encore davantage, que l'on va créer une meilleure harmonie dans le monde des médias, alors que les médias sont indispensables au débat politique et à la diffusion de l'information. Olivier Feller, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure dans le débat sur la question de l'économie du district et de la côte avec Gilles Davoine. À tout à l'heure. La saison hivernale s'achève sur un large sourire des exploitants de stations de ski. Le bilan au massif de la Dôle avec la société française Segester qui a repris l'exploitation du domaine. Le bilan cette année est bien meilleur que l'année dernière. On a eu un enneigement constant, vraiment optimum. Vous voyez qu'encore actuellement, on a 1 mètre de neige en bas, 2 mètres au sommet. Donc les conditions ont été vraiment parfaites pour cet hiver. Quelques épisodes un peu venteux, mais sinon, en termes de fréquentation, une fréquentation, je dirais, normale pour le massif de la Dôle. On aurait aimé bien sûr toujours un petit peu plus, mais non, c'est un hiver qui est conforme à ce qu'on avait prédit au début des saisons. Vous avez eu le nombre de jours de ski qu'il vous faut pour pouvoir assurer la pérennité de ce domaine skiable ? Là, aujourd'hui, cette année, on va être à plus de 110 jours d'ouverture, donc effectivement, on a eu vraiment le summum en termes d'enneigement, donc c'était très bien. Oui. Puis il faut le rappeler, la saison n'est pas terminée, il reste 15 jours et la station des Rousses est à la Dôle. On peut encore skier pendant ces 15 jours et il y a des promos même. Actuellement, jusqu'à la fin de la saison, là, il y a moins 30% sur tous les forfaits de remontée mécanique, sur la Dôle, sur le côté français également. Et puis chez les rouleurs de ski, on a également moins 30% sur tout le matériel. Donc il faut vraiment profiter, il fait beau, il y a de la neige, les conditions sont extraordinaires. Donc si vous n'avez pas eu le temps de skier cette année, c'est pas trop tard, venez encore, c'est super. Puis on le rappelle, la fermeture de la saison, c'est pour quelle date ? Donc on ferme le 2 avril donc, pour Pâques et puis après les beaux jours vont arriver, donc les gens n'auront plus trop envie de faire du ski, mais voilà, on aura bien profité. Donc là il reste 1 semaine et demie, venez faire du ski, c'est encore super. Dans un monde idéal, vous auriez aimé ouvrir encore peut-être 1 semaine ou 2 de plus pour une saison comme ça ?
Bah, nous, on aime tellement la neige qu'on aimerait bien ouvrir tout le temps, mais après, voilà, il faut que la clientèle soit avec, parce qu'après, c'est vrai que quand on ouvre les remontées mécaniques et qu'on a peu de skieurs, on perd plus d'argent qu'on en gagne. Donc effectivement, il faut être raisonnable. Jean-Sébastien Lacroix, merci beaucoup de nous avoir esquissé ce premier bilan de cette saison, ici, sur le massif de la Dôle. Voilà, on aura apprécié le style Florian Cavalleri sur les pistes. À noter que le ski a aussi cartonné à Sancergues, dont l'exploitation est assurée, je vous le rappelle, par le conseil régional via la société Télédôle. La station est restée ouverte près de 80 jours contre seulement 45 l'an dernier. Le bilan définitif et le résultat financier seront connus ces prochaines semaines. Je vous le disais en titre, l'affiche du prochain Paléo Festival a été dévoilée mercredi à la presse. La 43e édition se tiendra du 17 au 22 juillet. Revue du programme avec Andrea Braslepo et Florian Cavalleri. 83,9%, c'est le cas. Des artistes viennent pour la première fois. Ça veut dire que sur 6 artistes, il y en a 5 qui ne sont jamais venus au festival. Plein de choses, hein. Il y a une centaine de groupes, comme chaque année on programme des grosses têtes d'affiche. Il y aura Depeche Mode, il y aura Gorillaz, The Killers, grand groupe américain qui vient pour la première fois dans la région et remplissent les stades aux États-Unis. Donc pour nous c'est un des gros événements. Et puis Lenny Kravitz, Indochine là, qui fait son retour, ils ne sont pas venus depuis 8 ans. Puis on aura une large part qui sera consacrée au hip-hop cette année. On fait une soirée sur la grande scène avec Supreme NTM, Big Flo et Oli qui est la nouvelle star des ados. Et puis pour faire le lien entre ces deux artistes, on a proposé à Jamel Debbouze de revenir à Paléo. Alors le rock, on a cherché dans les fins fonds des clubs anglais, on a trouvé un groupe qui s'appelle Idols, un rock un peu énervé, très à guitare, un peu maniéré et tout, qu'on adore, qui est énorme. On est allé chercher aux États-Unis avec les Black Rebel Motorcycle Club, aussi un groupe de San Francisco très tripant. On a trouvé en France avec Lysistrata, un jeune groupe français qui chante en anglais, du rock à guitare aussi. On a certains artistes suisses dont on entend beaucoup parler depuis quelques semaines ou mois, notamment dans la partie plutôt urbaine, on va dire. Je pense au Extreme Tour, qui regroupe en fait, c'est un collectif qui regroupe Slimka, Makala et Dimé. Dans le même registre, il y a bien sûr Danitza, qui est une jeune voix, qui fait un peu du hip-hop, un peu du raga, dancehall, un peu de soul. Enfin, c'est un truc un peu hybride, mais qui fonctionne hyper bien. Et la soirée que vous ne raterez sous aucun prétexte, c'est laquelle ? J'ai pas loupé un jour depuis que je suis né de Paléo, donc j'en louperai aucune. Mais c'est que les 3 premiers jours, je sais pas trop comment choisir. Quand on regarde la grille, il y a des circuits non-stop de groupes hallucinants. À noter que la billetterie sera quant à elle ouverte mercredi prochain, le 28 mars, à midi précise. Alors qu'en pensent les Nyonnais de cette programmation ? Notre micro-trottoir. Bonjour. Ce petit coin de verdure est l'endroit idéal pour vous parler du Chat Machine, non de la programmation du 43e Paléo Festival. Elle est belle, elle est neuve, elle est fraîche. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est toujours un des meilleurs festivals du monde. Écoutez, moi je suis un vieux de la vieille, donc Dépêche Mode, tout de suite j'y vais mardi. Gorilla en garde ? Peut-être. The Killers en garde ? Dépêche Mode, voilà. Dépêche Mode. Et pourquoi ? Comme ça. Qu'est-ce que vous me conseillez alors ? Pour le Paléo, aucune idée. Déjà, je connais pas tous les noms. Il faudrait juste que je regarde Dépêche Mode. Ouais, ça c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a ? Après, celui-là, je connais pas. L'autre, bof. L'autre, non, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est sûrement bien. Jamel Debbouze. Alors, le programme Paléo, franchement, moi, ça fait depuis combien de temps ? Je pense 5 années de suite que j'y vais, mais sans être méchant, je suis un peu déçu de cette année. Allez, autour du disquaire de Nyon de nous dire ce qu'il pense de cette programmation. Il est juste là. Alors, cette programmation du Paléo ? Il y a Dépêche Mode, moi je suis content. J'adore Dépêche Mode, c'est super. Les Killers, ça va tuer. Franchement, je suis déçu. Bon, Indochine avec un beau col comme ça ? Ouais, peut-être pas Indochine, mais éventuellement Gorillaz. Gorillaz, ça je suis pas déçu. Riles, l'avait encore qui Lorenzo. Ça va passer encore. Lorenzo, mais moi... Ah, lui c'est pour Lorenzo et lui c'est pour Riaz. Lorenzo et Nekfeu un peu quand même.
Il y a tout ce qui est au niveau du village du monde, ça va être bien sympathique. Il y a une thème qui va faire plaisir pour ceux de ma génération, quoi. Non, c'est bien, il y a un peu de tout. Vianney, avant tout. T'es pas très punk, toi, hein? Non, moi je suis Vianney. J'ai suivi l'année passée, je suis très content qu'ils reviennent. Alors messieurs, cette programmation du Paléo, elle est toute fraîche, elle vient d'arriver. Qu'est-ce que vous connaissez? Dépêche Mode, The Killers, Gorillaz, Nekfeu, Orelsan, Lenny Kravitz, Jamel Debbouze, Big Flo et Oli, Bernard Lavillière. Lenny Kravitz, oui. Ah bah, c'est pas mal, ça. C'est énorme. Jamel Debbouze, bien sûr. Indochine, mais c'est... Oui, Bernard Lavillier, bien sûr. Ah bah oui, c'est quand même fameux. Hein. Oh, Loïc Notet, c'est très bien. Donc on garde la programmation cette année. Regarde, si je peux avoir des billets gratuits, c'est super aussi. Je vous laisserai mon mail. C'est sympa. Qu'est-ce qui manque pour cette programmation alors? Bah apparemment rien. Moi je trouve que c'est tip-top. Et puis c'est bien organisé. On regarde un petit peu, qu'est-ce qui vous tenterait à aller? Je les ai tous vus, je crois. Non, j'en ai vu beaucoup. Lenny Kravitz, Indochine, Dépêche Mode, tout ça, ils sont déjà passés. Jimmy. Slimka. Ouais, Slimka et Jimmy, ça va être... Et qu'est-ce qu'ils chantent, Slimka et Jimmy? Ils font du rap. Vas-y, lance-toi. Ils font du rap de jeunes, c'est un peu des gens de la street, quoi. Et puis, ça fait plaisir pour tout le monde parce qu'en été, quand il fait chaud, et puis qu'on peut aller au camping ou au Paléo pour aller boire des verres. La programmation du Paléo, elle est là? Qu'est-ce que vous comptez aller voir au Paléo? Nekfeu, je sais pas. Nekfeu? Et toi? Nekfeu aussi, puis Romeo Elvis. Et puis rencontrer les gens, et puis rigoler, s'amuser un peu, mais c'est une vie qui est impeccable parce qu'on vit qu'une fois. C'est populaire, c'est le Paléo, c'est égal au Paléo, quoi. C'est très bien. On t'y verra? Ouais, Dépêche Mode, sûr. sûr. Je vous le rendez-vous est pris. Ouais, sûr. Et vous aussi? On y sera. Cool. Voilà, Andrea Braslopo reviendra largement sur cette programmation tout à l'heure dans l'émission culturelle. En bref, et avant de se quitter, ces deux événements dans la région à vous annoncer. D'abord, cette journée portes ouvertes à l'Escabeau, c'est à Nyon, ce samedi 24 mars dans l'après-midi. Et autre événement, le Ripper Café qui prend ses quartiers sur la place du village à Prangin. C'est dimanche, cette fois-ci de 10h à 14h. Vous pourrez y amener votre matériel, appareil en panne ou des vêtements à réparer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et à tout bientôt sur NRTV.